Cours de culture antique de Monsieur Michel Martin. Présentation de Virgile. Sans doute avez-vous déjà entendu parler de Virgile, poète latin. Peut-être même gardez-vous en mémoire l'image d'une mosaïque de Sousse qui montre le poète assis, entouré de deux muses, et vous connaissez aussi le titre de ses œuvres, les bucoliques, les géorgiques, l'Énéide. J'essaierai, aujourd'hui, de vous aider à préciser quelques aspects de la vie de Virgile et de montrer quelques-uns des problèmes que pose son œuvre. De la poésie pastorale à la poésie épique, sous la diversité apparente des tons, on peut percevoir l'écho des mêmes thèmes. Malgré la diversité apparente des intentions, on peut saisir l'unité d'une personnalité poétique. Voyons d'abord les débuts de Virgile. Le poète que nous appelons Virgile se nommait Publius Vergilius Maro. Il est né vraisemblablement le 15 octobre 70 avant Jésus-Christ à Ande, localité voisine de Mantoue. Où placer le bourg d'Ande? Il y a discussion, sans doute à Pietola, au bord du Mincio. Virgile, évoquant son pays natal, décrit ainsi la plaine de Mantoue dans la 7e bucolique. Ici, le Mincio frange de tendres roseaux ses rives verdoyantes, et d'un chêne sacré vient le bourdonnement d'un essaim. C'est dans cette atmosphère humide, de douceur aimable, un peu molle, un peu triste, propre, ainsi qu'on l'a dit, à porter une âme sensible non seulement à la rêverie, mais à la mélancolie, qu'on peut se plaire à imaginer les premières années de Virgile. Son père était-il de condition modeste et rustique, ou la famille du poète appartenait-elle à la haute bourgeoisie provinciale? Il n'importe. Mais il faut surtout reconnaître, quelle qu'en soit l'explication qu'on en donnera, l'attachement de Virgile à cette Gaule cisalpine où il est né, terre que les Romains n'ont conquise qu'aux environs de 220, soit 150 ans avant la naissance du poète, et que Marius défendait encore en 101 contre la menace des Teutons et des Cimbres. C'est un pays frontalier que celui de Virgile, et c'est Rome qui lui apporte la paix. Le patriotisme est souvent plus vif dans les marches frontières, dit M. Perret. Il n'y a pas d'opposition chez Virgile entre l'Italie, dans la diversité de ses ressources et de ses hommes, et Rome, qui assure l'avenir de l'Italie. Mais de Rome, justement, parvient l'écho du désordre de l'État, des luttes civiles et des émeutes politiques. Claudius terrorise la ville par ses bandes armées. Crassus disparaît au cours d'une expédition contre les Parthes. L'entente fragile entre Pompée et César se brise. Voilà les spectacles qui s'offrent à Virgile autour de sa 15e année. Il en gardera la haine des désordres civils et un loyalisme sincère envers l'homme, César pour un temps, puis Octave, capable d'assurer l'ordre et le gouvernement de Rome, de l'Italie et du monde romain. Virgile avait fait ses premières études à Crémone, puis il alla à Milan et enfin à Rome, selon la marche habituellement suivie par les jeunes gens de son temps. Là, il apprit à connaître les chefs-d'œuvre de la littérature grecque et surtout de l'école alexandrine, dont il devait tout d'abord s'inspirer. Ce sont les bucoliques. Laissons de côté les premiers essais poétiques d'origine incertaine. C'est en 39 que paraissent les bucoliques, du moins les 9 premières églogues, la 10e étant sans doute de 37. À l'imitation du poète syracusain Théocrite, qui avait au IIIe siècle écrit des idylles, poèmes pastoraux, Virgile met en scène des bergers. Mais il se garde d'une imitation servile. Les personnages de Théocrite sont de vrais paysans, mal embouchés, prompts à la querelle. Les bergers de Virgile sont beaucoup plus affinés. Ils n'échangent que de fines épigrammes et s'affrontent dans des champs amébés. C'est-à-dire, dans un concours poétique fictif, deux rivaux doivent, à tour de rôle, en 2 ou 4 vers, développer un thème choisi par le premier.
Un arbitre décerne le prix à celui qui l'a remporté par la vigueur ou par la finesse de son chant. En voici un bref exemple tiré de la 7e bucolique, des vers 45 à 52. Corydon. Mousse de la fontaine, herbe au sommeil si douce, et toi, vert arbousier, porteur d'une ombre claire, défendez mon troupeau, déjà vient le solstice torride, et sur le cep s'entr'ouvrent les bourgeons. Tircis. Un foyer, du bois sec, toujours beaucoup de braise, la porte et ses montants bien tapissés de suie. Oui, le froid de l'hiver nous fait peur comme aux loups les brebis, où s'arrive au torrent ravageur. Deux brèves descriptions qui opposent la fraîcheur du printemps à la lumière déjà vive, au charme douillet et un peu envoûtant de l'hiver. Virgile se plaît à ce genre qui lui permet de composer de rapides couplets, dont chacun forme un tableau fin et précis, dans le goût alexandrin. De même que ses bergers sont de fiction, les paysages qu'il peint, dans la première églogue par exemple, ne sont ni siciliens, ni tout à fait italiens. Déjà, là-bas, les métairies fument et les ombres tombant du haut des monts s'allongent. C'est un paysage de Piémont qui peut s'imaginer aussi bien dans une vallée sicilienne qu'au pied des Alpes. Le nom d'Arcadien que ces bergers revendiquent ne peut non plus nous aider à définir un paysage géographique. L'Arcadie est pour Virgile un paysage choisi, où une société idéale de poètes rustiques trouve le bonheur, loin des discordes armées et des démences du forum, ainsi qu'il le dira dans les Géorgiques. On pourrait songer à la 3e lettre à M. de Malesherbes de Jean-Jacques Rousseau. Mon imagination ne laissait pas longtemps déserte la terre ainsi parée, je la peuplais d'êtres selon mon cœur. Malheureusement, la réalité ne devait pas tarder à forcer la retraite que procurait à Virgile ce monde de convention. Nous avons l'écho, dans la 9e et dans la 1re bucolique, des inquiétudes personnelles du poète. À la suite de la victoire d'Antoine et d'Octave sur les républicains Brutus et Cassius à Philippe, novembre 42, il fallut satisfaire les exigences des vétérans auxquels les triumvirs avaient promis des distributions de terres. Et au cours de l'année 40, le domaine de Virgile fut, semble-t-il, spolié. Le poète s'en plaint amèrement. « Ô Lycidas, nous sommes arrivés à voir de notre vivant ce que nous n'avions jamais redouté, qu'un étranger se posant en détenteur de notre maigre bien déclara « Cette terre m'appartient, à la porte des anciens fermiers ». Virgile portera d'ailleurs sa plainte devant Octave, qui lui fera rendre son bien. Il reste que la réalité a montré à Virgile la fragilité de l'univers arcadien que brisent les remous de la politique, aussi bien que les élans de la vraie passion. Le recueil se referme en effet, avec la 10e églogue, sur l'histoire de Gallus, un ami de Virgile, qui a été abandonné par la jeune femme qu'il aime. Gallus souffre, il ne peut plus chanter un amour à prêter, réservé à des bergers de convention. Ses amis ont beau lui promettre la sympathie de la nature. Nous ne chantons point seuls, au bois tout est écho, lauriers et tamaris sont pleurés sur sa peine. Pan, même, le dieu d'Arcadie, a beau lui dire « Modère-toi, de ses douleurs l'amour n'a cure, à lui les pleurs comme au gazon les eaux courantes. » Gallus, néanmoins, ne peut plus croire à l'incantation de la poésie. La nature n'est plus pour lui transfigurée et ne répond plus à sa douleur. Mais non, au vrai, ni chant ni nymphe ne me plaisent, encore adieu, mes vers, forêt, allez-vous-en. La souffrance, quelle qu'en soit la cause, déchire le rêve. L'Arcadie n'existe plus. Virgile abandonne cette conception d'une poésie refuge. Le poète doit aussi se mêler à la société des hommes. L'attitude de l'épicurien n'est plus de mise. La poésie doit être aussi action. Les Géorgiques. Avec les Géorgiques, Virgile ne quitte pas la poésie rustique, mais il l'enracine désormais dans la réalité du sol italien. En 38, il avait déjà composé, en s'inspirant d'Hésiode,
un poème de 500 vers environ, consacré aux travaux rustiques et notamment aux céréales. Après la parution du livre de Varron, De Re Rustica, en 1937, et sur la demande de Mécène, son protecteur, le poète va entreprendre de développer et d'organiser une œuvre qui chantera l'ensemble des travaux des champs. Les géorgiques se composent de 4 chants. Le premier traite donc de la culture des céréales, le second de celle de la vigne et de l'olivier, le troisième de l'élevage, le quatrième des abeilles. Mais Virgile ne se laisse pas enfermer dans un cadre purement didactique. Il développe des épisodes en marge de son sujet, comme la peste des animaux ou l'épisode d'Aristée. Peut-être pourrait-on dire d'abord que les géorgiques sont un poème au service d'une idée et d'une politique. L'agriculture italienne avait souffert de 10 années de désordre et de guerre civile, sols ravagés, main-d'œuvre décimée par les levées en masse, propriétés bouleversées par les distributions de terres aux vétérans. Il était indispensable de mener une politique agraire efficace pour écarter la famine qui menaçait l'Italie. Car venaient s'ajouter à ces difficultés les pirateries de Sextus Pompée et l'hostilité d'Antoine, qui empêchait l'acheminement régulier du ravitaillement en provenance des provinces, Sicile et Égypte. Pour enrayer la désertion des campagnes, il fallait chanter le travail de la terre, les labeurs et les joies, les saisons, le climat. Il fallait rendre à la condition du paysan sa dignité et inspirer le respect de la terre. L'épisode du vieillard de Tarente, dans la 4e géorgique, est significatif. Il n'a pas un jardin d'ornement qui imiterait les magnificences orientales, comme alors trop de riches Romains en possédaient, mais un jardin de rapport où légumes et fleurs, harmonieusement cultivés par lui-même, joignent l'utile à l'agréable et surtout font son orgueil. Dans sa fierté, il égalait ses richesses à celles des rois, et quand, tard dans la nuit, il rentrait au logis, il chargeait sa table de mets qu'il n'avait point achetés. Le premier au printemps, il cueillait la rose et les fruits à l'automne. On pourrait trouver les mêmes intentions politiques dans un passage célèbre de la seconde géorgique. Ô fortunatos nimium agricolas, ô trop heureux les cultivateurs, s'ils connaissaient leur bonheur. Virgile oppose la pureté de la vie à la campagne aux richesses frelatées de la ville. Loin des discordes armées, la terre d'elle-même leur prodigue avec une justice parfaite, une nourriture facile. S'ils ignorent l'art de teindre la blanche laine par la pourpre assyrienne, et d'altérer par un mélange de cannelle la pureté de l'huile qu'ils emploient, du moins, ils ont un repos exempt de soucis, une vie qui ne connaît pas la tromperie. Du moins, ils ont la tranquillité et de larges horizons, les grottes et les bassins d'eau vive. Du moins, ils ont les fraîches vallées, les mugissements des bœufs et les douces hommes sous un arbre. Là, on trouve une jeunesse endurante à l'ouvrage et accoutumée à la sobriété, le culte des dieux et la piété filiale. L'allusion à la situation intérieure troublée de l'Italie est ici très claire. Le passage fut sans doute composé en 33 ou 32, lors de la dernière phase du conflit, quand Octave s'efforce de regrouper et de cimenter par le serment de 32 les provinces occidentales contre l'Orient que tient Antoine. Au-delà de la diatribe contre les excès du luxe, qu'avaient déjà prononcé Caton l'Ancien et Lucrèce et Cicéron, il faut voir que Virgile oppose le luxe de mauvais aloi de l'Orient, la pourpre phénicienne, les bronzes d'Éphirée, c'est-à-dire de Corinthe, les étoffes brodées d'or, à la pureté authentique des produits de l'Italie, aux joies saines et morales d'une population qui garde encore l'empreinte de son antique vertu. C'est ainsi que jadis vivaient les vieux Sabins, ainsi, Rémus, ainsi qu'a prospéré la puissante Étrurie, et Rome, parvenue au fait de ce monde. Le paysan, dans ce sage bonheur quotidien, ignore les démences du forum et évite les luttes politiques. Il se trouve prêt à abandonner toute volonté politique
entre les mains d'un homme exceptionnel, l'éloge de la vie rustique vient justifier le renoncement à toute vie démocratique et aider au passage vers l'état monarchique que souhaite Octave. Voilà donc un des aspects des Géorgiques, œuvre de propagande. Mais s'en tenir là serait tout à fait insuffisant. Si La Fontaine a pu reprendre cet éloge de la vie rustique dans le songe d'un habitant du Mogol, c'est que le message de Virgile n'est pas simplement politique, mais aussi poétique. On se souvient de cette ode à la solitude, « Solitude où je trouve une douceur secrète, lieu que j'aimais toujours, ne pourrais-je jamais, loin du monde et du bruit, goûter l'ombre et le frais. » Cette présence de la poésie, on la trouve à chaque vers des Géorgiques. Virgile s'acquitte avec beaucoup de soin de sa tâche didactique et décrit avec une minutie attentive nombre de travaux et de réalités de la campagne. Ainsi, ses conseils pour le choix du bétail. La plus belle génisse a l'œil torve, la tête lourde, la nuque épaisse, et les fanons lui pendent jusqu'au sol. Haute de bout en bout, elle s'avance, balayant de sa queue la trace de ses pas. C'est là l'œuvre d'un peintre animalier. Le poète s'attache à la réalité et en exprime la beauté en artiste. On peut encore citer ses conseils pour le labourage. Lorsque la terre est encore grasse de l'humidité de l'hiver, dès les premiers mois de l'année, les forts taureaux doivent la retourner afin que les mottes soulevées cuisent sous les mûrs soleils de l'été poussiéreux. Voilà évoqués en quelques mots des travaux, des paysages, des senteurs de la terre. On y retrouve le goût des oppositions que Virgile avait si bien cultivées dans les champs amébés des bucoliques. Opposition entre l'hiver et l'été, par exemple, qui s'élargit jusqu'à la description des tempêtes de l'une ou l'autre saison, désastreuses pour le paysan. Tassant la pluie en paquets noirs, les nuages compacts dans l'air brouillé gagnent au sol, les terres s'effondrent, ils noient et les travaux des bœufs et l'espoir des semences. Lui-même, Jupiter, au plus obscur de la nuée, darde les foudres éclatants. Au choc, l'immense terre tremble, l'animal fuit, et partout l'épouvante a consterné les cœurs. Redoublent les autans, et l'averse est très drue, tantôt les bois gémissent sous le vent, tantôt les plages. On saisit là combien la sensibilité de Virgile peut vibrer à la détresse des hommes et des animaux, et aux plaintes de la nature. Les hommes et les animaux, et les plantes aussi, offrent au poète le spectacle de la souffrance, de l'ardeur à la lutte, de la passion et de l'amour. La peste des animaux transpose la description de la peste d'Athènes, faite par Thucydide et par Lucrèce. Inversement, la société des abeilles est l'image de la société humaine. Pour Virgile, le monde est un. Les aspects divers de la réalité expriment cette unité. L'inspiration de Virgile vient directement du sol italien, et cette inspiration comporte l'exacte observation des choses de la terre et la peinture réaliste des plus humbles détails, dit Albert Grenier. Cela s'aperçoit partout, mais nulle part mieux que dans l'Éloge de l'Italie, au livre 2. On ne trouve en Italie, nous dit Virgile, ni encens, ni parfum, ni essence rare. Mais le cheval de guerre y galope la tête haute. Dans ton cours, ô Clitumne, se baignent les grands troupeaux blancs, et le taureau qu'au jour de triomphe on immole devant les temples de Rome. Chez nous règne un perpétuel printemps, ou bien l'été. Le bétail chez nous porte 2 fois l'an, l'arbre fruitier produit 2 récoltes. L'Italie est terre de fécondité et de piété. Ce sont ces 2 valeurs que le patriotisme et la poésie de Virgile célèbrent dans les Géorgiques. La belle image du cheval de guerre, galopant la tête haute, laisse apparaître aussi l'idée de la gloire guerrière.
le poète s'essaie déjà parfois au ton épique, qui va naturellement convenir pour célébrer la grandeur de l'Italie et de son peuple au travers de la gloire de Rome. C'est l'Énéide. L'Énéide est avant tout le poète de Rome. L'Énéide est avant tout le poème de Rome, l'épopée nationale des Romains. Si Virgile ne l'a pas composé pour répondre à une commande officielle, du moins est-il vrai qu'Auguste et son entourage sont pour beaucoup dans l'exécution du projet que le poète envisageait déjà, semble-t-il, dans la troisième Géorgique, lorsqu'il décrit, sous la forme allégorique d'un temple, l'œuvre qu'il se propose de consacrer à la gloire d'Auguste. Faut-il chercher l'origine des thèmes qu'utilise le poète ? Pense-t-on y trouver l'explication de la réussite de Virgile ? Rappelons seulement la phrase d'un commentateur, Norden. « Au commencement était Homère, puis vint Naevius, puis Ennius, puis enfin Virgile. » Il est difficile de dire ce que Virgile doit au bellum punicum de Naevius ou aux annales d'Ennius. Sans doute bon nombre de vers vigoureux, trop rudes même selon certains. Des développements intéressants des épisodes de l'histoire romaine. Mais Homère a assurément fourni le premier fond de l'Énéide. À Homère, Virgile emprunte le plan général de l'œuvre. Il est banal de dire que les 6 premiers chants sont une réplique de l'Odyssée. Le même procédé de narration, avec un récit qui fait revivre les épreuves passées, vient donner du relief à la composition. Les 6 derniers livres, remplis de combats et de duels, ressemblent plutôt à l'Iliade. De nombreux épisodes sont suggérés par des souvenirs d'Homère. L'atmosphère même de l'épopée, dieux nombreux et passionnés, rois et chefs infatigables, troupes de guerriers, peut paraître semblable. En fait, ce sont là des éléments nécessaires, peut-être, à la fabrication de l'épopée, mais qui n'en éclairent nullement l'originalité. Toute cette matière, Virgile l'a reprise, composée, faite sienne, et animée d'une lumière et d'une pensée nouvelle. 2 grandes idées inspirent l'Énéide, le patriotisme et le sentiment religieux. La patrie, pour Virgile, c'est la terre de l'Italie, ses hommes, ses légendes, ses traditions. En rattachant la fondation de Rome à la légende troyenne, le poète veut d'abord montrer la primauté de la nation romaine sur la Grèce et prendre une belle revanche sur cette victoire quotidienne de la pensée et de la culture grecque à Rome, dont témoigne le vers d'Horace « Graecia capta ferum victorem cepit » La Grèce conquise a conquis son farouche vainqueur et porté les arts dans le Latium. Pour donner à son poème un puissant intérêt national, Virgile représente les origines lointaines de tout ce que connaissaient et aimaient ses contemporains. Au livre 8, par exemple, la visite qu'Évandre fait faire à Énée de l'emplacement de la future Rome s'ordonne selon l'itinéraire des processions triomphales, les plus solennelles de la vie politique et religieuse romaine. La famille Julia est issue d'Iule, fils d'Énée. Les lieux du Latium que cite Virgile, ses contemporains peuvent les voir. Et Virgile ne s'attache pas à l'Italie seulement. Dans ses voyages, Énée parcourt toutes les terres dont s'empareront les Romains pour former l'Empire. Troie, c'est-à-dire l'Asie, Carthage, c'est-à-dire l'Afrique, et l'Italie. Chaque fois d'ailleurs, y contractant mariage avec Créuse, puis Didon, puis Lavinia, pour mieux affirmer la légitimité du retour de Rome en ces pays. L'Énéide est bien l'épopée du Latium, de l'Italie, de Rome, maîtresse du monde. En second lieu, une pensée profondément religieuse domine l'action de l'épopée. Les divinités sont partout présentes. Le destin, maître des dieux eux-mêmes, les grands dieux, Jupiter, Junon, Vulcain, etc., puis d'innombrables divinités, forces de la terre, des eaux, du ciel et des enfers. Toutes
ont une influence favorable ou non sur le destin d'Énée, c'est-à-dire sur le destin de Rome. Si Énée s'était fixé auprès de Didon, Carthage eût été maîtresse du monde. Le destin ne l'a pas voulu pour la plus grande gloire de Rome. La tempête que déchaîne Junon est le symbole des difficultés que Rome a traversées avant de s'assurer l'empire du monde. Ainsi naît l'impression que le destin est une sorte de providence travaillant à la victoire du juste et de Rome. Car Énée est un juste. Le sentiment religieux, en effet, s'exprime surtout dans la ferveur d'Énée, dans la vie et les gestes de celui qui est avant tout le pieux Énée, Pius Aeneas. Pieux, il l'est envers les dieux qu'il invoque et honore. Dieu, détournez de nous ce malheur et préservez ceux qui vous vénèrent. La religion d'Énée n'est pas simplement formelle. Sur leur ordre, il renoncera à son plus cher amour. Pieux, il l'est envers son père, qu'il sauve au péril de sa vie, envers son fils, porteur des futures destinées romaines, et pour qui il se sacrifie sans relâche. Pieux par sa modération et son absence d'ambition personnelle. Il laisse à Latinus la force armée et le pouvoir politique. En somme, Énée, c'est Auguste, Pontifex Maximus, Pater Patriae, que sa fonction suprême, le figeant dans une raideur quasi divine, isole et éloigne de sa famille, comme le montre M. Gilbert Charles Picard dans son livre Auguste et Néron. Tout comme Énée s'est écarté de Didon pour être fidèle à sa mission. Les destins ne me permettent pas de conduire ma vie selon mes auspices et d'ordonner à mon gré mes soucis, dit Énée au chant 4. La part de religion se trouve encore augmentée par la descente du héros aux enfers. En effet, outre la gloire future de Rome, l'ombre d'Anchise dévoile à son fils la destinée des âmes. Virgile y mêle des données platoniciennes, récompense et peine dans la vie future, pythagoricienne, transmigration des âmes, et stoïcienne, chaque âme est l'émanation particulière de l'âme unique qui anime le monde. Il s'efforce ainsi de répondre à l'attente de ses contemporains et associe les pratiques de l'ancien culte aux aspirations de la religiosité de son époque. Ainsi, l'Énéide, épopée de la restauration morale voulue par Auguste, est devenue pour Rome et pour le monde romain l'œuvre nationale par excellence, car elle est œuvre d'unité, unité des traditions artistiques, religieuses et philosophiques gréco-romaines, unité du monde méditerranéen, Italie et Asie réconciliées malgré Antoine, Italie et Afrique réconciliées malgré Carthage. Elle était vraiment le poème de la Rome impériale, l'épopée du monde et des temps nouveaux, dit Albert Grenier. Virgile est mort le 21 septembre 19 à 51 ans à Brinde, au retour d'un voyage en Grèce. Il aurait souhaité brûler l'Énéide, inachevée selon lui. Et pourtant, toute la poésie latine va désormais dépendre plus ou moins de lui. Stas, Silius Italicus, plus tard Claudien et Ausone par exemple. Connu, il était aussi dans le peuple, ainsi qu'en témoignent des graffitis trouvés à Rome et en Afrique. Il faudrait montrer comment il fut apprécié du Moyen-Âge et de la Renaissance. Au XVIIe siècle, Racine tire le sujet d'Andromaque du chant 3 de l'Énéide. Hermione, Roxane, Phèdre ressemblent à Didon. Ô Virgile, ô poète, ô mon maître divin, s'écrie Victor Hugo. Paul Valéry, M. Marcel Pagnol ont proposé récemment des traductions en vers des bucoliques. Les citations que j'ai faites sont pour la plupart empruntées à celles de M. Jacques Perret. Mais le nombre de ces essais montre surtout qu'il y a chez un poète quelque chose qui échappe à toute traduction, à toute transcription, qui sourd du texte original et se perd si l'on tente de l'exprimer dans une autre langue. Pour Virgile, plus que pour tout autre, c'est ce charme des mots qui lui est propre, capable d'évoquer les heures blondes des bucoliques, la longue et dure patience du paysan ou la religieuse grandeur de Rome, c'est ce pouvoir d'incantation qui font qu'il n'est ni Homère, ni Ennius, mais Virgile, comme l'a dit Fénelon, Virgile qui anime et passionne tout.